Dans la fraîcheur humide d'un petit hameau reculé dans le Morvan, un cri de douleur déchira le silence des bois. Prise au piège et saignant abondamment, une lionne gestante gisait, impuissante, ses forces s'épuisant à chaque seconde. Au moment où tout espoir semblait perdu, un berger allemand apparut, la fixant d'un regard qui ne traduisait aucune peur, mais une détermination inébranlable. Ce qu'il fit ensuite laissa tous les témoins potentiels complètement abasourdis et changea leur destin à jamais. Le Morvan s'étendait à perte de vue, une toile de verre profond et de terre sombre sous un ciel souvent voilé. Des corbeaux tournoyaient haut dans le ciel, leurs ombres glissant sur le sol comme de funestes présages. Sous un vieux chêne majestueux, une lionne luttait contre un cruel piège d'acier qui s'était refermé sur sa patte. Ses flancs couleur fauve se soulevaient à chaque respiration haletante, et pire encore, son ventre gonflé trahissait la vie qui s'agitait en elle. Elle était pleine, et chaque instant de souffrance menaçait non seulement sa propre survie, mais aussi celle de ses petits à naître. Le piège, destiné au trophée des braconniers, était conçu pour abattre le roi des animaux, mais il avait capturé une mère, et maintenant le silence de la nature sauvage était rompu par ses rugissements désespérés. Le sang tachait la terre humide et les feuilles mortes. Ses griffes creusaient des sillons dans le sol alors qu'elle se débattait en vain. Non loin de là, un berger allemand nommé Rex patrouillait les abords d'une petite ferme, farouchement loyal à son maître. Ses sens aiguisés par des années de protection du bétail, Rex s'arrêta brusquement. Ses oreilles se dressèrent, son museau frémit. Un son différent de tout ce qu'il avait jamais entendu lui parvenait avec le vent, un son brut, désespéré, brisé. Sans la moindre hésitation, il s'élança dans sa direction, soulevant des éclaboussures de boue avec ses pattes puissantes. Lorsque Rex arriva dans la clairière, il se figea. Devant lui gisait la lionne, ses yeux dorés rendus fous par la douleur et la peur. Son instinct primaire lui criait de reculer, d'aboyer pour maintenir la distance, mais quelque chose de plus profond, une intuition ancienne, le cloua sur place. Il ne voyait pas un prédateur, mais une créature à l'agonie, une future mère luttant pour sa vie. La lionne leva la tête, montrant les dents dans un grognement d'avertissement, mais ses forces l'abandonnaient. Rex s'approcha lentement, pas à pas, la queue basse mais ferme. Il renifla l'air, puis se coucha sur le ventre, un geste clair signifiant qu'il ne venait pas avec de mauvaises intentions. Un instant, la forêt retint son souffle. Le prédateur et le protecteur se faisaient face, unis par un fil invisible de désespoir. Et puis, avec un gémissement plaintif, Rex commença à gratter la terre près du piège, comme s'il comprenait ce qu'il fallait faire. Ce qui suivit fut une chaîne d'événements si extraordinaires que tous ceux qui entendirent l'histoire plus tard purent à peine la croire. La loyauté d'un chien, la volonté de survie d'une lionne et le miracle de la vie entrèrent en collision d'une manière qui fit pleurer même les cœurs les plus endurcis. Rex était né à la ferme, le fidèle compagnon d'un fermier veuf nommé Antoine. L'homme l'avait élevé depuis qu'il était chiot, l'entraînant non seulement à garder les moutons et le bétail, mais aussi à détecter le danger bien avant les humains. Au fil des ans, Rex avait prouvé sa valeur à d'innombrables reprises, aboyant aux premiers signes de voleurs, chassant les loups qui rôdaient trop près la nuit, et alertant même Antoine une fois lorsqu'un incendie s'était déclaré dans la grange. Pour les ouvriers agricoles, il n'était pas seulement un chien, mais un gardien au cœur plus grand que son corps. Cependant, en cet après-midi fraîche, Rex se retrouva dans une situation pour laquelle personne ne l'avait jamais entraîné. L'odeur de sang imprégnait l'air alors qu'il s'approchait du piège. La lionne grogna faiblement, plissant les yeux. Tous ses instincts lui disaient d'attaquer, de se défendre et de protéger les précieuses vies qu'elle portait. Mais elle pouvait à peine soulever la tête, les mâchoires cruelles du piège en fer avaient profondément entaillé sa patte, transformant chaque mouvement en une agonie pure. Rex s'arrêta à quelques mètres, les oreilles dressées et le corps tendu, mais sans montrer aucune agressivité. Il baissa la tête et laissa échapper un gémissement sourd. Ce n'était pas l'aboiement d'un chien de garde prêt à l'attaque, c'était presque une supplique. Lentement, il tourna autour d'elle, remuant doucement la queue. La lionne grogna en guise d'avertissement, mais même ce son manquait de force. Elle respirait de manière saccadée, ses flancs tremblants d'épuisement. Le berger gratta le sol près du piège, reniflant et poussant l'engin cruel avec son museau comme pour tenter de le comprendre. Puis il la regarda, inclinant la tête avec une expression de préoccupation presque humaine. La lionne cligna des yeux, son regard vacillant. Elle ne bondit pas sur lui. Pendant un instant, le champ de bataille de l'instinct se transforma en une trêve fragile. À la ferme, Antoine remarqua que Rex s'était éloigné plus que d'habitude. Le front plissé par l'inquiétude,
il sella son cheval et partit, suivant les empreintes de pattes imprimées dans la terre poussiéreuse. Alors qu'il approchait du bosquet de chênes, le son lui parvint, un rugissement guttural et grave, interrompu par des gémissements. Le cœur d'Antoine fit un bond. Il mit pied à terre et se fraya un chemin à travers les broussailles, son fusil en bandoulière. Ce qu'il vit le laissa pétrifié. Une lionne gestante, prise dans un piège d'acier, saignant et faible. Et à côté d'elle, son fidèle berger allemand, couché sur le ventre, juste hors de portée, remuant lentement la queue comme s'il parlait une langue au-delà des mots. « Rex !» siffla Antoine, la peur inondant ses veines. « Arrière !» Mais Rex ne bougea pas. Ses yeux bruns se plantèrent dans ceux de son maître, puis se tournèrent de nouveau vers la lionne, comme s'il suppliait Antoine de comprendre. Le fermier serra plus fort son fusil, l'instinct lui criant de mettre fin à la souffrance de la lionne de la seule manière qu'il connaissait. Mais alors qu'il levait le canon, Rex aboya sèchement. Un seul son désespéré. Ce n'était pas un aboiement d'avertissement ou d'alarme. C'était un plaidoyer. Antoine hésita. Il avait vécu assez longtemps à la campagne pour reconnaître la cruauté quand il la voyait. Le piège était l'œuvre de braconniers, laissé là pour mutiler quiconque croiserait son chemin. Et maintenant, en fixant les yeux fatigués de la lionne, il ne voyait pas un prédateur, mais une mère s'accrochant à la vie. Ses flancs tremblaient. Son ventre gonflé bougeait au plus léger mouvement à l'intérieur. « Mon Dieu !» murmura-t-il en abaissant son fusil. Rex gémit de nouveau, s'approchant un peu plus du piège. La lionne tressaillit, mais n'attaqua pas. Ses forces étaient épuisées. Sa fureur s'était consumée, remplacée par un besoin désespéré de soulagement. Antoine passa son fusil dans son dos et s'agenouilla avec précaution. « Doucement, ma belle !» chuchota-t-il, comme s'il parlait à l'une de ses juments. Ses mains tremblaient alors qu'il tendait la main vers le piège. La lionne grogna faiblement, montrant les dents, mais son regard se porta sur Rex, puis revint vers l'homme, et à cet instant, elle resta immobile. Avec un grognement d'effort, Antoine écarta les mâchoires du piège. Le sang jaillit lorsque le métal relâcha son emprise cruelle, et la lionne gémit doucement. Rex s'approcha immédiatement et lécha délicatement la blessure, comme pour l'apaiser. Cette image serra la poitrine d'Antoine. Son chien, le même animal qui avait autrefois déchiqueté un loup sans hésitation, soignait maintenant une lionne blessée avec la tendresse d'une infirmière. La lionne ne résista pas. Elle laissa tomber sa tête sur le sol, haletant, les yeux mi-clos. Antoine sortit des bandes de tissu de sa sacoche et pansa la blessure du mieux qu'il put, s'émerveillant de cette scène surréaliste. Son chien montait la garde, poussant l'épaule de la lionne avec son museau quand elle gémissait, se blottissant contre elle comme un bouclier. Lorsque le fermier se redressa enfin, la sueur coulant sur son visage, il murmura « Tu es devenu fou, Rex. Complètement fou. Mais peut-être que tu as raison. » La lionne était faible, trop faible pour bouger, mais pour la première fois depuis sa capture, sa respiration ralentit pour devenir régulière, et son corps énorme se détendit légèrement. Et dans ses yeux, quand elle les ouvrit pour regarder Rex, il n'y avait plus seulement de la peur. Il y avait quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Cette nuit-là, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Antoine prit une décision qui allait changer la vie de tout le monde. Au lieu de laisser la lionne à son sort, lui et Rex restèrent à ses côtés. Ils allumèrent un petit feu pour tenir les prédateurs nocturnes à distance. Rex se blottit contre la lionne, son corps chaud pressé contre le sien, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Dans le silence du Morvan, une alliance fragile était née, une alliance qui surprendrait non seulement Antoine, mais tous ceux qui en entendraient parler un jour. La nuit s'éternisa, remplie des hurlements de prédateurs lointains et du crépitement du petit feu de camp qu'Antoine avait allumé. Il s'assit sur une bûche, son fusil posé sur ses genoux, sans jamais quitter les ombres des yeux. Mais chaque fois qu'il regardait la lionne, son regard s'adoucissait. Elle gisait là, son corps énorme recroquevillé de manière protectrice autour de son ventre, respirant de manière saccadée mais plus calmement qu'auparavant. Et à ses côtés, Rex, son fidèle berger, refusait de bouger. Antoine avait vu son chien combattre des sangliers et défier des meutes de loups, mais là, Rex était blotti contre le flanc d'une lionne blessée, léchant doucement sa plaie et gémissant doucement quand elle bougeait de douleur. « Tu es fou » murmura Antoine en secouant la tête. « Une lionne pourrait te briser en deux. » Mais les mots n'avaient aucune force. Au fond de lui, il sentait que quelque chose était en train de changer.
À l'aube, la lionne bougea. Ses yeux dorés s'ouvrirent et se fixèrent d'abord sur Antoine, puis sur Rex. Elle se tendit, un grognement sourd montant de sa poitrine, mais Rex se mit immédiatement sur ses pattes, remuant lentement la queue dans un langage corporel apaisant. Il la poussa doucement, et elle se détendit juste assez pour reposer sa tête sur la terre. Antoine expira un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. La blessure était grave. Si elle n'était pas soignée, elle s'infecterait, et Antoine savait que la laisser seule était une condamnation à mort. Pourtant, l'idée d'amener une lionne gestante près de sa ferme relevait de la folie. Cependant, en regardant Rex, qui avait clairement choisi son camp, la décision semblait déjà prise. « D'accord », chuchota Théilan en se frottant les tempes. « On fera comme tu dis. » Il revint plus tard avec des provisions, un seau d'eau, des herbes que sa défunte femme utilisait autrefois pour soigner les blessures du bétail, et des bandes de tissu propres. La lionne grogna à son approche, mais Rex se plaça entre eux et aboya brièvement pour la rassurer. Antoine travailla lentement, nettoyant la plaie, pressant les herbes sur la chair déchirée et la pansant de nouveau. La lionne se tordit et agita la queue, mais elle n'attaqua pas. Ses yeux restèrent fixés sur Rex, comme si elle lui faisait confiance pour décider si l'humain pouvait s'approcher autant. Les jours passèrent ainsi. Antoine soignait sa blessure matin et soir, et Rex ne quittait jamais son côté. Il lui apportait des morceaux de viande de la ferme, les poussant vers sa bouche jusqu'à ce qu'elle les accepte. Au début, elle mangeait avec méfiance, le corps tremblant, mais la faim et la gestation ne lui laissaient pas le choix. Bientôt, elle acceptait chaque morceau qu'on lui offrait. Un après-midi, Antoine apporta un seau d'eau. Avant qu'il ne puisse le poser, Rex attrapa un chiffon dans la trousse de premier secours de son maître, le trempa dans le seau et l'apporta à la lionne. Il le plaça près de son museau. Elle le renifla, puis lécha le chiffon humide, sa langue lente mais déterminée. Antoine écarquilla les yeux. « Maintenant, tu la soignes » murmura-t-il à Rex. « Que Dieu nous vienne en aide à tous les deux. » C'est pendant ces jours tranquilles qu'Antoine remarqua quelque chose d'extraordinaire. La lionne ne grognait plus à son approche. Elle le surveillait toujours avec méfiance, de ses yeux dorés perçants, mais elle lui permettait de s'approcher tant que Rex était présent. Une fois, alors qu'Antoine chassait une mouche de sa blessure, elle tressaillit mais ne montra pas les dents. La confiance se construisait, brique par brique. La nuit, quand l'air se refroidissait, Rex se blottissait contre son ventre gonflé, et la chaleur de son corps semblait l'apaiser. Antoine se réveillait souvent pour voir le couple improbable respirer à l'unisson, le prédateur et le protecteur, liés par quelque chose de plus profond que l'instinct. Mais tout le monde ne partageait pas l'émerveillement d'Antoine. Un matin, son voisin, Pierre, sortit à cheval et vit la lionne couchée sous le chêne. Il écarquilla les yeux et porta la main à son fusil. « Antoine, qu'est-ce que tu fabriques, bon sang ? » ?»« C'est une lionne. Elle va tous nous tuer. »« Baisse ça, » ordonna sèchement Antoine. « Elle est blessée et pleine. »« Pleine ? C'est encore pire. » cracha Pierre. « Tu sais ce qu'une lionne avec des petits fera ? Tu es devenu fou. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Rex se plaça entre les hommes et la lionne, aboyant furieusement sur Pierre. Le message était clair. Personne ne lui ferait de mal tant qu'il serait de garde. Pierre resta bouche bée, les jointures blanches sur son fusil. « Ton chien la protège. » La voix d'Antoine était ferme, presque provocante. « Il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Peut-être qu'il est temps de lui faire confiance. » La nouvelle se répandit rapidement dans les hameaux alentours. On n'avait jamais entendu parler d'un fermier abritant une lionne, et les chuchotements remplissaient les cafés. Certains le traitaient d'imprudent, d'autres disaient qu'il était touché par la grâce de Dieu. Mais l'histoire suscita aussi la curiosité, et bientôt des gens arrivèrent, espérant apercevoir ce lien miraculeux. De retour à la ferme, la lionne reprenait des forces. La blessure commençait à guérir, bien qu'elle boitât encore. Elle ne tressaillait plus quand Antoine versait de l'eau près d'elle, et une fois, elle lui permit même de poser brièvement la main sur son épaule pendant qu'il vérifiait son bandage. Rex remua la queue avec enthousiasme à cette vue, comme s'il était fier de son ami. Mais le véritable test arriva une nuit lorsqu'une meute de loups s'approcha de trop près. Leur hurlement résonnait dans la forêt, leurs yeux brillant dans la pénombre. La lionne tenta de se lever, mais vacilla, sa patte trop faible. Rex s'élança en avant, aboyant furieusement et grognant contre les intrus,
jusqu'à ce qu'Antoine tire en l'air, les faisant fuir. Quand Rex revint, haletant et ensanglanté par une morsure superficielle, la lionne baissa la tête et, à la grande surprise d'Antoine, lécha ses blessures. Le fermier chuchota dans la nuit, secouant la tête. Une lionne qui remercie un chien. Je crois rêver. À ce stade, même Antoine avait cessé de remettre en question le lien. Il le voyait dans la façon dont Rex se blottissait contre elle, dans la façon dont elle le laissait caresser son ventre avec son museau, comme s'il savait déjà qu'il y avait des petits qui bougeaient à l'intérieur. Il le voyait dans ses yeux, qui ne brillaient plus de méfiance mais s'adoucissaient chaque fois que Rex approchait. Et même si Antoine craignait ce que le monde extérieur pourrait penser, au fond de son cœur, il savait que quelque chose d'extraordinaire se produisait, quelque chose qu'aucun fusil ni piège ne pourrait jamais détruire. Les jours devenaient plus frais, et l'air du Morvan semblait chargé d'attente. Le ventre de la lionne s'arrondissait, ses mouvements devenaient plus lents et sa respiration plus lourde. Même dans son état affaibli, il y avait en elle une dignité tranquille, comme si elle comprenait que quelque chose de capital était sur le point de se produire. Antoine avait assisté à de nombreuses naissances à la ferme, des poulains au veau, mais il n'avait jamais ressenti une telle tension nerveuse. Il savait que si des complications survenaient, ni ses connaissances ni ses mains ne seraient suffisantes. Rex, cependant, semblait sentir ce qui allait arriver d'une manière qu'aucun humain ne pouvait. Il quittait rarement le côté de la lionne maintenant, la surveillant attentivement, reniflant son ventre comme s'il écoutait les petits à l'intérieur. La nuit, il se couchait près d'elle, son corps pressé contre le sien, et quand elle bougeait, agitée, il gémissait doucement, lui caressant la joue avec son museau. Antoine s'asseyait souvent près du feu, secouant la tête. « Tu agis comme une sage-femme, mon garçon, » murmurait-il, bien que sa voix trahît plus d'émerveillement que d'humour. Puis, un après-midi, alors que le ciel se teintait d'orange et de pourpre, la lionne laissa échapper un son guttural et profond. Elle se coucha dans l'herbe haute, les flancs agités. Antoine se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. « C'est l'heure, » chuchota Théil. Rex aboya une fois, un son aigu et urgent, et commença à tourner autour d'elle avec anxiété. Les heures qui suivirent furent tendues. La lionne gémissait et se déplaçait, plantant ses griffes dans la terre. La sueur perlait sur le front d'Antoine alors qu'il s'agenouillait près d'elle, murmurant des prières qu'il n'avait pas prononcées depuis des années. Rex resta près d'elle, faisant les 100 pas, gémissant et lui léchant parfois le museau quand elle vacillait. Finalement, un petit corps humide glissa sur la terre, suivi d'un autre cri d'effort. Un lionceau minuscule, aveugle, au pelage luisant, se tortillait faiblement sur le sol. Antoine haleta, mais Rex fut plus rapide. Il se précipita et poussa doucement le nouveau-né vers sa mère avec son museau. La lionne, haletant lourdement, baissa son énorme tête et commença à lécher son petit pour le nettoyer, passant sa langue rêche sur son corps fragile. Mais elle n'avait pas encore terminé. Une autre contraction, un autre cri d'effort, et un deuxième lionceau sortit, suivi rapidement par un troisième. La clairière se remplit de faibles miaulements, les cris fragiles de la nouvelle vie. La lionne, épuisée mais déterminée, s'occupa d'eux un par un. Rex resta près d'elle, les poussant doucement, les entourant de manière protectrice, comme s'il avait toujours su que c'était son devoir. Quand ce fut terminé, 3 minuscules lionceaux se blottirent contre le ventre de leur mère, miaulant doucement. Antoine sentit une boule se former dans sa gorge en regardant la scène. « Mon Dieu » chuchota Théil. « J'ai vu naître des poulains, des veaux aussi, mais jamais ça. » Il regarda Rex, dont la poitrine se soulevait d'excitation, la queue battant frénétiquement. « Et toi, regarde-toi. » Comme s'ils étaient les tiens. En effet, Rex gisait à côté des lionceaux, les caressant doucement avec son museau, les yeux brillants de quelque chose qu'Antoine ne pouvait décrire que comme de la fierté. La lionne ne grogna pas, ne montra pas les dents. Au lieu de cela, elle le permit, observant calmement, ses yeux dorés pleins d'acceptation. C'était comme si elle comprenait que le berger allemand ne l'avait pas seulement sauvé, mais qu'il faisait maintenant partie de sa famille. Au cours des jours suivants, Rex se révéla être plus qu'un gardien. Il devint infirmier, baby-sitter et grand frère pour les lionceaux. Quand l'un d'eux s'éloignait trop de la chaleur de sa mère, Rex le ramenait doucement dans sa gueule avec la même tendresse qu'il aurait pour un agneau de la ferme. Quand la lionne dormait, épuisée par l'allaitement, Rex s'asseyait droit, les oreilles dressées, scrutant l'horizon à la recherche de menaces. Antoine, bien que toujours prudent, ne pouvait nier ce qu'il voyait.
Il commença à apporter de plus gros morceaux de viande de la ferme et à les placer près de la lionne. Elle les acceptait sans hostilité, et parfois même permettait à Rex de manger à ses côtés. Une chose inouïe entre un prédateur et un chien domestique. Tu es en train de réécrire les règles de la nature, murmura Antoine une nuit en regardant l'étrange famille partager un repas. La nouvelle du miracle se répandit encore plus vite maintenant. Les ouvriers agricoles chuchotaient avec incrédulité, et Pierre, le voisin sceptique, revint pour voir par lui-même. Quand il vit Rex lécher doucement un lionceau pendant que la lionne se reposait la tête à proximité, il resta bouche bée. « C'est impossible, balbutia-t-il. Elle aurait déjà dû le mettre en pièces. » Antoine croisa les bras. Peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas la nature aussi bien que nous le pensons. À mesure que les lionceaux devenaient plus forts, leurs petits gémissements se transformant en cris de jeu, le lien se renforça. Il grimpait sur le dos de Rex, lui mordillait les oreilles et tirait même sur sa queue avec leurs dents acérées comme des aiguilles. Rex supportait tout avec patience, se retournant de temps en temps pour les laisser grimper sur sa poitrine. La lionne observait, les yeux plissés, avec une expression presque sereine. Une nuit, alors que le feu crépitait et que les étoiles brillaient, Antoine se surprit à parler à voix haute à sa défunte femme, comme il le faisait parfois lorsque la solitude devenait insupportable. « Tu ne le croirais pas, Marie, murmura-t-il. Une lionne et un chien qui élèvent des lionceaux ensemble. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Et pour la première fois depuis des années, je ressens de l'espoir. » Les lionceaux bougèrent, se blottissant contre le ventre de Rex pour la chaleur. La lionne soupira profondément et ferma les yeux en s'endormant. Et Rex, toujours vigilant, leva la tête pour scruter les ombres, les oreilles frémissantes, le corps tendu d'une détermination tranquille. À cet instant, Antoine réalisa quelque chose de profond. Ce n'était plus l'histoire d'un chien aidant un animal blessé. C'était l'histoire d'une famille improbable, fragile mais incassable. Et il savait, avec autant de certitude qu'il connaissait la terre qu'il travaillait, que le monde extérieur ne comprendrait pas. Tôt ou tard, quelqu'un essaierait de la détruire. La forêt, autrefois un lieu solitaire, n'était plus tranquille. La nouvelle s'était répandue au-delà des fermes voisines, d'abord par des chuchotements, puis par des voyageurs et enfin par des journalistes qui flairèrent une histoire sans pareille. Ils arrivèrent à cheval, en véhicule tout-terrain, et même à pied. Des hommes avec des appareils photos suspendus à leur cou, des femmes écrivant frénétiquement dans leurs carnets. Ils voulaient la preuve de l'impossible. Un berger allemand vivant aux côtés d'une lionne et de ses petits. Au début, ils restèrent à distance, prenant des photos du bosquet de chênes où Antoine montait la garde. Mais le cliquetis des appareils photos et le flash des flashs dérangeaient la lionne, qui grognait chaque fois qu'elle les entendait. Rex se planta fermement devant elle, aboyant sur les intrus jusqu'à ce qu'Antoine les force à reculer. « Ce n'est pas un zoo !» aboya Antoine un après-midi alors qu'un groupe d'hommes tentait de franchir la lisière des arbres. « Vous avez vos histoires, laissez-nous tranquilles. » Mais ils ne l'écoutèrent pas. Plus ils les chassaient, plus ils devenaient déterminés. L'histoire de la meute miraculeuse s'était répandue comme une traînée de poudre, et les gens voulaient plus que des mots. Ils voulaient des photos, des interviews, peut-être même la propriété. Les lionceaux, inconscients de la tempête qui se préparait, devenaient plus audacieux chaque jour. Leurs pattes, autrefois chancelantes, se stabilisèrent, et leurs grognements enjoués remplissaient la clairière alors qu'ils se chamaillaient. Rex les laissait grimper sur son dos avec une patience infinie. La lionne observait attentivement mais n'interférait jamais, ses yeux dorés remplis de tendresse chaque fois que ses petits donnaient des coups de patte dans les oreilles du chien ou tiraient sur sa queue. Pour Antoine, c'était une image si émouvante qu'elle effaçait presque ses doutes. Presque, car au fond de lui, il savait que le monde ne les laisserait pas en paix. La première menace réelle ne vint pas des journalistes, mais des braconniers, le même genre d'hommes qui avaient posé le piège cruel en premier lieu. Une nuit, Antoine fut réveillé par les aboiements furieux de Rex. Il attrapa son fusil et se précipita dans la clairière, balançant violemment sa lanterne. Des ombres bougeaient à la lisière de la lumière du feu, des hommes avec des filets, des cordes et des couteaux. La lionne rugit, se mettant sur ses pattes malgré sa boiterie, et se plaça entre ses petits et les intrus. Rex chargea en avant, leur mordant les talons et les forçant à reculer. Antoine tira un coup de semonce en l'air, sa voix résonnant de fureur. « Fichez le camp d'ici avant que je ne vous fasse un trou. » Les braconniers jurèrent et se fondirent dans l'obscurité. Mais Antoine savait qu'il reviendrait. Là où il y avait des lionceaux, il y avait du profit.
Le lendemain matin, Antoine s'assit près du feu, les mains tremblantes. « Nous ne pouvons pas rester ici, » chuchota-t-il à Rex, qui s'appuyait contre lui. « Si les braconniers ne la tuent pas, les fonctionnaires le feront. Et s'ils prennent ces petits, que Dieu nous aide. » Rex gémit doucement, comme s'il était d'accord. La lionne, couchée à proximité, leva la tête et regarda Antoine dans les yeux. Pour la première fois, il jura avoir vu quelque chose de plus que l'instinct animal dans ses yeux. De la gratitude, de la reconnaissance, de la confiance. Malgré le danger, le lien ne faisait que se renforcer. Antoine commença à apporter des seaux d'eau du puits, de la viande supplémentaire de la ferme et des herbes pour chasser les mouches des blessures. La lionne acceptait maintenant sa présence, même quand il s'approchait des lionceaux. Une fois, alors qu'il s'agenouillait pour panser de nouveau sa patte, un lionceau se dandina vers lui. Antoine se figea, craignant la réaction de la mère, mais elle se contenta d'agiter la queue, observant sa petite progéniture griffer sa botte. Avec précaution, Antoine se pencha et caressa la douce fourrure du lionceau de sa main calleuse. Une boule se forma dans sa gorge. À partir de ce moment, les lionceaux le traitèrent comme un membre de leur étrange meute. Il mordillait ses bottes, griffait son pantalon et le suivait même maladroitement quand il se levait pour aller chercher des provisions. Rex restait leur gardien constant, mais le cœur d'Antoine avait aussi été conquis. Cependant, chaque jour qui passait, la tension avec le monde extérieur s'accentuait. Une lettre des autorités arriva, livrée par Pierre, le voisin sceptique. « Ils sont au courant pour la lionne, » dit sévèrement Pierre. « Ils veulent la déplacer dans une réserve. Ils viendront bientôt, Antoine, et quand ils le feront, tu n'auras rien à dire. » Antoine serra le papier dans son poing. « Elle ne survivra pas si elle est séparée de ses petits. Et ses petits ont besoin d'elle. Ils ont aussi besoin de Rex. » Sa voix se durcit. « Ils sont une famille maintenant. » Pierre secoua la tête. « Famille ou pas, tu te bats contre des moulins à vent. Ils amèneront des armes s'il le faut. » Antoine regarda vers la clairière où Rex gisait, les lionceaux éparpillés sur sa poitrine, et la lionne se reposant, la tête posée sur ses pattes. Il savait que Pierre avait raison. Il savait aussi qu'il ne pouvait pas les abandonner, pas après ce qu'il avait vu. Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait derrière l'horizon, Antoine prit une décision. Il se battrait, non pas avec des balles, mais avec la vérité. Il montrerait au monde ce qui se passait ici, non pas comme un spectacle de foire, mais comme un miracle. Il leur ferait voir ce que Rex savait déjà, que l'amour pouvait combler même le plus féroce des fossés de la nature. Pourtant, alors qu'il était assis près du feu, regardant la lionne lécher ses petits pendant que Rex montait la garde, il ne pouvait pas faire taire la peur qui le rongeait. Les braconniers reviendraient, les fonctionnaires viendraient, et quand ils le feraient, la paix fragile de son étrange famille serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Les jours suivants furent chargés d'inquiétude. Antoine le sentait dans l'air, une pression invisible, comme si le ciel lui-même était sur le point de se briser. Chaque matin, il vérifiait les traces autour de la clairière. Trop souvent, il trouvait des empreintes qui n'étaient pas les siennes. Des marques de bottes profondément imprimées dans la terre, des mégots de cigarettes encore chauds, les contours flous de pièges à moitié enterrés dans l'herbe. Les braconniers n'avaient pas abandonné. Ils observaient, attendaient. Pendant ce temps, les lettres des autorités devenaient plus sévères. La dernière n'était même pas formulée comme une demande. C'était un avis. Les fonctionnaires arriveraient dans la semaine pour retirer l'animal dangereux et assurer la sécurité de la région. Antoine froissa le papier dans sa main et le jeta au feu. « Ils ne comprennent pas, » murmura-t-il en faisant les 100 pas. « Ils ne voient qu'une menace, jamais la vérité. » Rex suivait son maître avec anxiété, les oreilles collées à la tête, la queue entre les pattes. Mais quand il retournait auprès de la lionne et de ses petits, il s'adoucissait de nouveau. Il jouait avec eux sans relâche, laissant les lionceaux grimper sur son dos et tirer sur ses oreilles. Parfois, il les portait même délicatement entre ses dents quand il s'éloignait trop. Pour les lionceaux, Rex n'était pas seulement un gardien, il faisait partie de la meute. La lionne, bien que boitant toujours, avait retrouvé une grande partie de ses forces. Elle tolérait maintenant davantage la présence d'Antoine. Elle lui permettait même de s'asseoir à portée de main pendant qu'elle allaitait ses petits. Une fois, quand un lionceau trébucha et tomba sur ses genoux, elle se contenta de remuer les oreilles, sans montrer aucune alarme.
Antoine sentit une boule dans sa poitrine à cette vue. Elle me fait confiance, chuchota Théil. Elle me fait vraiment confiance. Mais la confiance ne pouvait pas les protéger du monde. Un soir, Pierre arriva, le visage grave. J'ai entendu des hommes se vanter au village, dit-il. Ils prévoient de venir la chercher cette nuit. Pas seulement les braconniers, mais aussi des villageois. Ils disent que les petits leur rapporteront de l'argent. Ils se sont convaincus que tu nous mets tous en danger. Antoine serra les poings. Et toi, qu'en penses-tu, Pierre? Le voisin hésita, regardant Rex qui était blotti contre la lionne. Avant, je pensais que tu étais fou. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Ce chien donnerait sa vie pour elle, et elle le sait. Si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. La nuit tomba, et l'air devint lourd de tension. Antoine s'assit près du feu, son fusil sur les genoux, tandis que Rex patrouillait le périmètre. La lionne bougeait, agitait, et ses petits gémissaient doucement, comme s'ils sentaient le danger. Puis le premier bruit se fit entendre, le craquement de bottes sur la terre sèche. Des silhouettes émergèrent de l'obscurité, une demi-douzaine d'hommes avec des fusils en bandoulière et des yeux brillants de cupidité. Elle est là, siffla l'un d'eux. Et les petits aussi. Tu sais combien ils vont valoir? Rex aboya furieusement, s'élançant en avant, montrant les dents. La lionne rugit, un son qui fit trembler le sol, se plaçant au-dessus de ses petits. Antoine se leva, son fusil pointé. Faites demi-tour, cria-t-il. Vous ne les aurez pas tant que je respirerai. Les braconniers se moquèrent. Un homme et son chien contre 6 fusils. Ne sois pas idiot, Antoine. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher, des lanternes apparurent au loin. Les villageois affluèrent dans la clairière, menés par Sandrine, l'institutrice qui avait défendu l'ours d'Émilie dans une autre histoire que l'on racontait à voix basse. Vous ne ferez rien de tel, cria-t-elle. Cette famille reste unie. Si vous leur faites du mal, vous nous faites du mal à tous. Les braconniers jurèrent, réalisant qu'ils étaient en infériorité numérique. Ils se faufilèrent de nouveau dans l'obscurité, leurs menaces flottant dans l'air. Mais Antoine savait que ce n'était qu'un répit. Le lendemain matin, des camions traversèrent la plaine en vrombissant. Les autorités étaient arrivées. Des hommes en uniforme en descendirent avec des cages, des fusils anesthésiants et une liasse de papier déclarant la lionne propriété de l'État. Un des agents s'approcha d'Antoine. « Écartez-vous, monsieur. C'est pour la sécurité publique. » Rex grogna et se planta devant la lionne. Les lionceaux miaulèrent et se cachèrent sous le ventre de leur mère. Antoine étendit les bras. « Ce n'est pas une menace, c'est un miracle. Vous ne les emmènerez pas. » Le visage de l'officier était froid. « Cet animal est dangereux. Vous mettez en danger tout votre village. » Alors, de l'arrière, les villageois s'avancèrent un par un. « Elle n'est pas dangereuse, » cria Sandrine. « Elle a élevé ses petits en paix. Ce chien lui a sauvé la vie, et elle lui a sauvé la sienne. Si vous l'emmenez, vous tuerez plus qu'une lionne. Vous tuerez l'espoir. » L'affrontement s'intensifia. Des fusils d'un côté, des villageois de l'autre. Au centre, Rex se tenait droit, montrant les dents, tandis que la lionne se blottissait contre ses petits, ses yeux dorés brûlants. L'officier hésita, clairement mal à l'aise devant la scène. Les appareils photo cliquetaient. Des journalistes avaient suivi les fonctionnaires, capturant chaque seconde. Le monde entier verrait. L'histoire d'Émilie et de son ours avait déjà touché des cœurs lointains. C'était maintenant au tour de Rex et de la lionne. Mais Antoine savait que cette bataille ne faisait que commencer. Les braconniers dans l'ombre, les autorités à sa porte, et la famille fragile prise entre les deux. Il regarda Rex, dont le regard était ferme et féroce, et chuchota, « Nous nous battrons ensemble, mon garçon. Quoi qu'il en coûte. » La forêt devint une poudrière, et il ne fallut pas longtemps pour que l'étincelle s'allume. Les fonctionnaires campèrent à proximité, insistant sur le fait qu'ils escorteraient la lionne et ses petits en lieu sûr à l'aube. Mais tout le monde savait que le mot « escorter » était un euphémisme pour « capturer ». Antoine dormit à peine cette nuit-là, son fusil sur les genoux, Rex collé à ses bottes, et la lionne couchée avec ses petits blottis sous sa poitrine. Au loin, les loups hurlaient, mais un autre danger, plus proche, se profilait. Les braconniers étaient revenus,
et cette fois, ils n'étaient pas seuls. Attirés par la cupidité et les rumeurs d'une récompense, ils avaient rassemblé plus d'hommes, des silhouettes rudes et au regard dur qui sentaient le tabac et la cruauté. Leur plan était simple, attendre que les fonctionnaires agissent, puis attaquer au milieu du chaos. Celui qui mettrait la main sur les lionceaux en premier deviendrait riche au-delà de toute imagination. À l'aube, la clairière était remplie de tension. Les fonctionnaires avancèrent, fusils en bandoulière et fusils anesthésiants en main. Les villageois, menés par Sandrine, se rassemblèrent pour former un mur autour d'Antoine et des animaux. « Nous avons dit non !» cria-t-elle. « Vous ne pouvez pas séparer cette famille. » L'officier en chef se moqua. « Ce n'est pas votre décision. C'est la loi. » Mais avant qu'il ne puisse finir, un coup de feu retentit depuis la lisière des arbres. Tout le monde se figea. Les braconniers firent irruption dans la clairière, leurs armes luisant, leurs visages marqués par une détermination implacable. « Oubliez vos lois, grogna l'un d'eux. Ces petits valent plus que vos papiers. Écartez-vous. » Le chaos éclata. Les villageois crièrent et se dispersèrent derrière des rochers et des arbres. Les fonctionnaires, pris par surprise, crièrent des ordres. Certains pointaient leurs fusils sur les braconniers, d'autres sur la lionne. Les lionceaux miaulaient de terreur, leurs petits corps pressés contre leur mère. Rex se lança le premier. Avec un aboiement furieux, il s'élança sur le braconnier le plus proche et lui planta les dents dans le bras. L'homme hurla, lâcha son fusil et se tordit violemment pour se débarrasser du chien. Un autre leva son arme, mais Antoine tira en l'air, un coup de semonce. « Touche-le, et je t'abats sur place. » La lionne rugit, sa voix résonnant dans la forêt comme le tonnerre. Emboîtant mais puissante, elle s'élança en avant, se plaçant entre les lionceaux et la ligne d'hommes. Ses yeux dorés brûlaient, montrant les dents. Les braconniers hésitèrent. Peu d'entre eux avaient jamais vu une telle fureur sauvage de près. Les fonctionnaires criaient par-dessus le vacarme, « Ne tirez pas. Nous avons besoin de l'animal vivant. » Mais leurs mots avaient peu de poids au milieu du chaos. Un autre braconnier leva son arme, visant directement la lionne. Rex le vit. Avec un grognement qui semblait trop profond pour un chien de sa taille, il bondit de nouveau et percuta les jambes de l'homme. L'arme se déchargea, la balle sifflant inoffensivement vers le ciel. La foule cria, la poussière se souleva alors que les hommes se battaient, que les villageois criaient et que les journalistes prenaient frénétiquement des photos. Le cœur d'Antoine battait la chamade. Ses yeux se déplaçaient rapidement de Rex à la lionne et au lionceau. Il réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de faire une déclaration. Le monde regardait, et ce qui se passerait maintenant déciderait si cette famille vivrait ou mourrait. La lionne chargea un braconnier, le frappant de sa patte avec une telle force qu'il fut projeté à terre. Elle ne le tua pas, elle le repoussa seulement. Ce simple acte, s'être tenu face à la menace, stupéfia la foule. Même Sandrine en eut le souffle coupé. Elle protège, elle n'attaque pas. Les lionceaux crièrent de nouveau, et Rex se précipita vers eux, se plaçant au-dessus d'eux, les dents découvertes, le corps tremblant de fureur. La lionne boita jusqu'à son côté, se dressant au-dessus de lui. Ensemble, ils formèrent un mur incassable, prédateur et protecteur, côte à côte. Un instant, le chaos cessa. Tous aux fonctionnaires, braconniers, villageois le virent clairement. Ce n'était pas une bête sauvage, ce n'était pas un chien imprudent, c'était une famille. Un des plus jeunes reporters chuchota, presque avec révérence, « Ce n'est pas un combat. C'est de l'amour. » Les braconniers, déstabilisés, commencèrent à battre en retraite. Leur chef cracha par terre et grogna, « Ce n'est pas fini. » Mais ces hommes, secoués par le rugissement de la lionne et l'attaque implacable de Rex, le ramenèrent vers les arbres. Les fonctionnaires semblaient également paralysés. L'officier en chef abaissa lentement son fusil, la mâchoire serrée. Antoine saisit l'instant. Il fit un pas en avant, sa voix rauque mais claire. « Regardez-les. Ce chien aurait pu fuir, mais il ne l'a pas fait. Cette lionne aurait pu tuer, mais elle ne l'a pas fait. Ils se sont choisis. Et vous appelez ça une menace ?» Il balaya la foule du regard, des fonctionnaires aux villageois en passant par les journalistes. « Ce n'est pas une menace. C'est le seul miracle que vous verrez de vos propres yeux. Et si vous le détruisez, on ne se souviendra pas de vous comme de protecteur, mais comme de bourreau. » Le silence se fit.
Puis Sandrine ajouta, la voix brisée, nous sommes avec eux. Un par un, les villageois s'avancèrent, formant un cercle autour de Rex, de la lionne et des lionceaux. Même certains fonctionnaires bougèrent, mal à l'aise, et abaissèrent leurs armes. Les appareils photo crépitèrent encore et encore, capturant l'instant. Les lionceaux gémirent, rampant vers Rex, qui se baissa pour les laisser grimper sur son dos. La lionne observait, les yeux fatigués, mais ne fit aucun mouvement pour les arrêter. L'image d'un berger allemand portant des lionceaux sous le regard de leur mère était trop puissante pour être niée. L'officier en chef expira enfin, secouant la tête. Nous ferons notre rapport. Cela dépasse nos ordres. Sur ce, les officiers se retirèrent, et les camions s'éloignèrent en vrombissant. Les villageois applaudirent, s'embrassant les uns les autres, des larmes coulant sur leurs visages. Antoine s'agenouilla et serra Rex dans ses bras, la voix tremblante. « Tu as réussi, mon garçon. Tu leur as montré la vérité. » Rex lui lécha le visage une fois, puis trottina vers les lionceaux qui piaillaient joyeusement. La lionne se coucha, épuisée, et posa brièvement son museau contre l'épaule de Rex. Pour la première fois, elle le reconnaissait non pas comme un allié, mais comme un membre de sa famille. La bataille était terminée, pour l'instant. Mais Antoine savait que le monde au-delà du Morvan n'oublierait pas ce jour. Il ne cesserait pas non plus d'essayer de revendiquer ce qu'il ne comprenait pas. Pendant quelques jours après l'affrontement, le Morvan retrouva un calme fragile. Les villageois retournèrent à leurs tâches, les fonctionnaires se retirèrent et les braconniers se fondirent dans l'ombre. Mais tout le monde savait que ce n'était pas une fin, mais une pause. Ce qui s'était passé dans la clairière avait été vu par trop d'yeux et capturé par trop d'appareils photo. Les photographies circulaient maintenant dans les journaux et les émissions de radio du monde entier. Les titres criaient « Un chien ôté, une lionne défie la nature, un berger allemand protège une prédatrice gestante, la famille que personne ne croyait possible ». Les images de Rex portant les lionceaux sur son dos, tandis que la lionne observait, faisaient la une de tous les journaux. Pour certains, c'était un miracle. Pour d'autres, c'était la preuve que les humains avaient trop interféré avec l'ordre naturel. La ferme d'Antoine devint rapidement un lieu de pèlerinage. Des voyageurs curieux arrivaient de loin, certains laissant de la nourriture et des couvertures, d'autres s'agenouillant comme devant un sanctuaire. Des enfants caressaient la fourrure de Rex et le traitaient de héros. Antoine essayait de les tenir à distance, sachant que trop de bruit agitait la lionne, mais il était impossible d'arrêter la marée. Sandrine l'avertit. « Ils en ont fait un symbole », dit-elle à voix basse en regardant arriver une autre caravane de journalistes. Et les symboles sont puissants, mais dangereux. Les gens ne voient plus la vérité, ils voient ce qu'ils veulent croire. Elle avait raison. Certains parlaient de Rex et de la lionne comme d'une preuve de l'intervention divine. Des églises demandaient des photos pour les sermons. D'autres soutenaient que c'était un coup monté pour le profit et exigeaient que les animaux soient confisqués. Les fonctionnaires du gouvernement débattaient, craignant d'intervenir à nouveau, leurs voix aiguës et urgentes. Malgré tout, Rex et la lionne vivaient comme ils l'avaient toujours fait, simplement, tranquillement, unis par l'amour et la nécessité. Les lionceaux devenaient plus forts chaque jour. Leurs yeux étaient maintenant ouverts et leurs pattes fermes alors qu'ils trébuchaient dans l'herbe. Ils jouaient sans cesse, bondissant sur la queue de Rex, tirant sur ses oreilles, se chamaillant pendant que leur mère les observait. Quand le danger surgissait, Rex montait la garde, aboyant furieusement jusqu'à ce que tout soit de nouveau en sécurité. Un après-midi, alors qu'Antoine remplissait l'abreuvoir, il remarqua quelque chose d'extraordinaire. La lionne, bien que boitant toujours, avait commencé à marcher sur de plus longues distances. Elle suivait ses petits jusqu'au ruisseau, buvait longuement, puis se couchait à l'ombre, Rex à ses côtés. Pour la première fois, elle laissa échapper un ronronnement profond et continu, un son qu'Antoine n'avait jamais entendu auparavant. Il se figea, réalisant que ce n'était pas destiné au lionceau, mais à Rex. Gratitude, acceptation, même affection. Mais la paix était constamment menacée. Pierre arriva avec des nouvelles inquiétantes. « J'ai entendu des rumeurs au village, » dit-il, le visage pâle. « Les braconniers sont furieux. Ils disent que les petits valent une fortune et que cette fois, ils ne se laisseront pas intimider par les villageois ou les caméras. Ils préparent quelque chose de grand. » Antoine serra la mâchoire. Qu'ils essaient. Ils trouveront plus qu'un fusil qui les attend. Pierre secoua la tête. Tu ne peux pas te battre contre eux pour toujours, Antoine. Tôt ou tard,
tu devras décider, continueras-tu à les cacher, ou les emmèneras-tu dans un endroit où le monde ne pourra pas les toucher? Cette nuit-là, Antoine s'assit près du feu, contemplant la lionne blottie avec ses petits, Rex couché au-dessus d'eux comme un second père. Il se sentait tiraillé entre deux vérités. 1. Le Morvan était leur maison, et les en séparer serait cruel. 2. Tant qu'ils resteraient ici, ils ne seraient jamais à l'abri de la cupidité ou de la peur. Les villageois ressentaient aussi le poids de la situation. Certains exhortèrent Antoine à laisser le gouvernement intervenir. Ils construiront un sanctuaire, dit l'un d'eux. La famille y sera en sécurité. D'autres s'opposèrent vivement. Et laisser des étrangers les enfermer dans des cages? Laisser transformer un miracle en attraction? Non, leur place est ici. Le débat s'intensifia, mais au milieu de tout cela, l'histoire d'Émilie et de l'ours d'un autre endroit résonnait comme un fantôme. Les gens se souvenaient comment le monde avait failli détruire un autre miracle. Répéterait-il la même erreur ici? Antoine se tourna vers Sandrine. Et si la meilleure façon de les protéger était de laisser le monde les voir? Non pas comme des trophées ou des prisonniers, mais comme une preuve. La preuve que la nature n'est pas aussi cruelle que nous le pensons. Sandrine hésita, puis hocha lentement la tête. Mais cela en fait aussi une cible. Une fois que le monde veut quelque chose, il ne le lâche jamais. Antoine regarda Rex, qui léchait doucement un lionceau, tandis que la lionne ronronnait doucement à ses côtés. Il chuchota, alors nous leur montrerons non seulement un miracle, mais une famille qu'ils ne peuvent pas briser. Au fil des jours, la paix fragile se maintint, mais les nuages d'orage s'accumulèrent de nouveau. Les braconniers se préparaient, les fonctionnaires débattaient, et le monde regardait, attendant le prochain chapitre d'une histoire qui n'appartenait plus seulement à Antoine, ni seulement à Rex ou à la lionne. C'était une histoire qui appartenait à tout le monde. Et cela la rendait encore plus fragile. La tempête éclata à l'aube. Des moteurs vrombissaient à travers la plaine, le grondement de lourds camions secouant la terre. Antoine était déjà réveillé, assis sur son porche, son fusil sur les genoux. Il l'avait senti venir. Ce n'était pas une autre bande de braconniers ou de journalistes curieux. C'était officiel, définitif. Rex aboya sèchement et courut vers la clairière où gisait la lionne avec ses petits. Elle leva la tête, plissant ses yeux dorés en voyant les nuages de poussière au loin. Son corps se tendit, ses lèvres se retroussant en un grognement bas et menaçant. Au moment où les camions apparurent, les villageois s'étaient rassemblés. Hommes, femmes et enfants sortirent de leur maison, formant une barrière entre le convoi et la clairière. Sandrine était à l'avant, sa lanterne serrée comme une arme, la mâchoire contractée. « Non, vous ne les prendrez pas !» cria-t-elle alors que les premiers soldats descendaient des véhicules. L'officier en chef n'était pas l'homme hésitant d'avant. Celui-ci était plus jeune, plus froid, son uniforme impeccablement repassé et ses yeux durs comme des pierres. « Écartez-vous !» aboya-t-il. Le gouvernement a décidé. La lionne et ses petits seront déplacés vers la réserve. Aucune résistance ne sera tolérée. Antoine se leva, fusil en main, sa voix rauque mais ferme. Vous voulez dire enfermer derrière des clôtures, transformer en exposition? Ce n'est pas une protection, c'est une prison. L'officier se moqua. Vous êtes un fermier, pas un politicien. Bougez, ou nous vous déplacerons de force. Les villageois resserrèrent les rangs. Les enfants s'accrochaient à leur mère. Les anciens se tenaient épaule contre épaule avec les jeunes ouvriers agricoles. Ce n'était pas une milice, c'était une communauté unie par quelque chose de plus grand qu'elle-même. Rex se plaça devant eux tous, le poil hérissé, aboyant furieusement. La lionne avança en boitant, ses petits miaulant alors qu'ils la suivaient en trébuchant, côte à côte. Le prédateur et le protecteur faisaient face à la ligne de fusils. L'officier fit un geste brusque. Les soldats levèrent leurs armes. Un murmure parcourut la foule. Sandrine cria, « Vous entendez-vous? Vous allez tirer sur la protectrice d'enfants. Sur une famille qui n'a fait de mal à personne. » Un soldat bougea, mal à l'aise. Un autre abaissa légèrement son arme, son regard fixé sur les lionceaux. L'officier leur cria dessus, furieux, « Obéissez aux ordres. » C'est alors que l'histoire d'Émilie, la petite fille à l'ours, reprit vie. À cet instant, un journaliste s'avança et cria par-dessus le vacarme, « Le monde regarde. Si vous les prenez de force, vous ne tuerez pas seulement une famille.
vous tuerez l'espoir. Les flashs des appareils photo crépitèrent, capturant l'affrontement. Des villageois en haillons contre des soldats en uniforme, et au milieu, un berger allemand et une lionne, épaule contre épaule. L'officier, furieux de l'hésitation, s'avança d'un pas décidé et sortit un fusil anesthésiant de sa ceinture. Il visa la lionne. Assez. Rugit-il. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Rex bougea. Avec un grognement qui déchira le silence, il bondit et renversa l'officier. Le pistolet tomba au sol avec un bruit sourd. Les soldats se précipitèrent, mais la lionne rugit, se dressant sur ses pattes arrière et frappant le sol avec une telle force que la ligne vacilla. Les lionceaux crièrent, se pressant contre leur mère. Antoine cria et tira en l'air, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre. « Regardez !» s'exclama-t-il d'une voix rauque. « Si cette lionne voulait du sang, vous seriez déjà mort. Si ce chien voulait tuer, l'officier ne respirerait plus. Ils choisissent la retenue, ils choisissent l'amour, et vous appelez ça un danger ?» La foule explosa, non pas de peur, mais de joie. Les villageois se précipitèrent en avant, formant un bouclier humain autour des animaux. Certains des soldats, visiblement secoués, abaissèrent leurs armes un par un. Les autres suivirent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'officier, immobilisé sous Rex, son autorité brisée. Les journalistes prenaient furieusement des photos, capturant chaque seconde. Le monde verrait. Pas la sauvagerie, mais la loyauté. Pas le chaos, mais un miracle défendu par des gens ordinaires. L'officier, pâle et tremblant, cracha par terre. Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Mais quand Rex recula enfin, l'homme se releva en chancelant et ordonna la retraite. Les camions vrombirent, les soldats montèrent à bord, et le convoi s'éloigna, son grondement s'évanouissant à l'horizon. Le silence se fit, seulement rompu par les sanglots et les gémissements des lionceaux. Antoine s'agenouilla, serra Rex dans ses bras et enfouit son visage dans la fourrure du berger. « Tu nous as sauvés, mon garçon. Tu les as tous sauvés. » La lionne s'approcha, baissant son énorme tête. Pour la première fois, elle posa son museau contre l'épaule d'Antoine. Un geste de confiance, d'acceptation. Il se figea, puis laissa sa main reposer sur sa fourrure rêche. La voix de Sandrine rompit le silence. « Vous voyez ? Même la nature elle-même a choisi la paix. » Cette nuit-là, le village célébra, non pas avec des feux d'artifice ou de la musique, mais avec une révérence silencieuse. Des lanternes brillaient autour de la clairière. Les villageois se rassemblèrent en cercle, comme pour protéger une flamme sacrée. Au centre, Rex gisait, les lionceaux grimpant sur lui. La lionne observait, ses yeux calmes et fermes. Le combat n'était pas terminé. Antoine le savait. Mais quelque chose avait changé. Le miracle n'était plus seulement le sien. Il appartenait maintenant au monde. Et le monde devrait décider, l'écraserait-il ou le laisserait-il vivre? Les jours qui suivirent l'affrontement furent différents de tout ce qu'Antoine avait jamais connu. Le village ne ressemblait plus à un paisible avant-poste en bordure du Morvan, mais au centre du monde. Des camions de journalistes garés le long du chemin de terre, des caméras sur trépieds alignés dans les champs, et des étrangers de villes lointaines arrivant juste pour apercevoir la famille sous le chêne. Chaque heure, on posait à Antoine les mêmes questions. Livrerait-il la lionne à une réserve? Déplacerait-il Rex et les lionceaux pour leur sécurité? Chaque fois, il donnait la même réponse. Ils ne sont pas des prisonniers. Ils sont une famille. Ils restent libres. Mais le monde n'était pas uni. Pour chaque partisan qui louait le miracle, une autre voix s'élevait pour le qualifier de dangereux. Les politiciens débattaient à la radio. Certains soutenaient que les animaux devaient être retirés immédiatement avant qu'une tragédie ne se produise. D'autres déclaraient que les tuer ou les mettre en cage provoquerait une indignation mondiale. Une nuit, Antoine écouta une émission à la lumière d'une lanterne. Un ministre tonna, « C'est un test pour savoir si l'homme gouverne la nature ou si la nature gouverne l'homme. » Antoine marmonna pour lui-même, « Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est de l'amour. » Pendant ce temps, Rex et la lionne semblaient inconscients de la tempête politique humaine. Ils élevaient les lionceaux comme ils l'avaient toujours fait. Ensemble. Les petits devenaient plus forts chaque jour, leurs rugissements enjoués résonnant dans la clairière. Ils bondissaient sur le dos de Rex, se chamaillaient avec sa queue, et quand ils étaient fatigués, ils se blottissaient contre le ventre de leur mère.
Les villageois se rassemblaient pour les observer, leur rire se mêlant à l'émerveillement. Mais sous la joie, tout le monde savait que le danger rôdait toujours. Les braconniers avaient disparu, mais la rumeur disait qu'ils se regroupaient. Les fonctionnaires du gouvernement, humiliés par leur retraite, complotaient en secret. Le fragile miracle était sur le fil du rasoir. C'est lors d'une de ces nuits tendues qu'une lettre arriva, cette fois non pas d'un bureaucrate ou d'un braconnier, mais d'un groupe de conservation internationale. Il proposait de construire un sanctuaire près du village, financé par des dons du monde entier. Le sanctuaire permettrait à la lionne, à ses petits et à Rex de vivre librement tout en étant protégés des braconniers et de l'exploitation. Le monde aidera à les protéger, promettait la lettre. Antoine la lut à voix haute aux villageois à la lueur du feu. Certains applaudirent, d'autres secouèrent la tête. Un sanctuaire n'est qu'une autre cage, argumenta Pierre. Ils mettront des clôtures et feront payer l'entrée. Ce ne sera pas la liberté. Sandrine rétorqua, mais c'est mieux que des balles. Mieux que de les perdre complètement. Antoine regarda Rex, qui gisait dans l'herbe avec 2 lionceaux endormis sur son dos. La lionne était assise à côté de lui, ses yeux dorés calmes, remuant paresseusement la queue. Il ne savait rien des lettres et des débats, il savait seulement qu'ils étaient en sécurité, pour l'instant. Cette nuit-là, Antoine marcha seul jusqu'au bosquet de chênes. Le clair de lune baignait la clairière d'une teinte argentée. La lionne leva la tête à son approche, mais ne grogna pas. Rex trottina vers lui et se frotta contre sa jambe. Antoine se laissa tomber sur le sol et enfouit son visage dans la fourrure de Rex. « Qu'est-ce que je fais, mon garçon » chuchota Théil. « Si je me bats trop fort, ils viendront avec des armes. Si je cède, ils vous enfermeront. Dans tous les cas, je vous perds. » La lionne s'approcha à pas feutrés, sa boiterie à peine perceptible maintenant. Elle baissa la tête et pressa doucement son museau contre l'épaule d'Antoine. Il se figea, puis expira un souffle tremblant. Entre eux, la confiance était devenue quelque chose de plus profond. Une compréhension. La décision fut prise le lendemain matin lorsqu'un autre convoi de fonctionnaires arriva. Mais cette fois, au lieu de soldats, ils amenèrent des scientifiques, des conservationnistes et des journalistes. L'officier en chef lut une déclaration préparée, mais Antoine l'interrompit. Sa voix était rauque, ses mains tremblaient. Mais ces mots résonnèrent dans toute la clairière. Vous êtes venus ici pour décider de leur sort, mais leur sort n'est pas à vous de décider. Regardez. Il désigna Rex, qui se tenait fièrement à côté de la lionne, tandis que les lionceaux se chamaillaient à leurs pieds. Ils se sont déjà choisis. Prédateurs et protecteurs, sauvages et domestiques, unis non pas par l'instinct, mais par l'amour. Si vous ne pouvez pas voir ça, alors vous êtes aveugle. Les flashs des appareils photo crépitèrent, les villageois applaudirent, et même certains fonctionnaires semblaient émus. Les conservationnistes s'avancèrent, promettant que le sanctuaire serait construit là, près du chêne où la famille vivait déjà. Pas de cage, pas de chêne, dit l'un d'eux. Juste une protection. Antoine hésita, le cœur déchiré. Mais alors il regarda Rex et la lionne. Ils n'avaient pas peur, ils ne suppliaient pas, ils se tenaient simplement ensemble, calmes et imperturbables. À cet instant, Antoine réalisa la vérité. La liberté n'était pas une question d'isolement, c'était une question de sécurité, de dignité et du droit de rester ensemble. Il hocha lentement la tête. Si ce sanctuaire signifie qu'il reste une famille, alors qu'il en soit ainsi. Mais si vous en faites un zoo, si vous les exploitez, vous aurez affaire à nous tous. Les villageois rugirent d'approbation. Sandrine pleura ouvertement, serrant la main de Pierre. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes, diffusant les mots d'Antoine dans le monde entier. Cette nuit-là, la clairière brillait de nouveau de lanternes. Les villageois chantaient doucement, les enfants dansaient autour de Rex et des lionceaux, et la lionne ronronnait profondément tandis que ses petits se blottissaient contre elle. Antoine s'assit près du feu, la fatigue pesant sur ses os, mais la paix remplissant son cœur. Pour la première fois, il crut qu'il pourrait vraiment être en sécurité. Pourtant, même si la joie se répandait dans le village, Antoine savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où le monde continuerait à observer, à tester et à douter. Mais il savait aussi que quelque chose de plus fort que le doute avait pris racine, la foi. Et tandis que les lionceaux jouaient sous les étoiles, leur mère les observant et Rex montant la garde,
le monde réalisa que le miracle n'était plus seulement une histoire. C'était un héritage. Le jour de l'inauguration du sanctuaire se leva, clair et lumineux, avec un air frais et prometteur. Des semaines de travail avaient transformé la clairière en quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas un zoo, ni une cage, mais une vaste étendue de terre protégée, où aucun piège ni fusil ne menacerait plus jamais. De hauts poteaux de bois entouraient la zone, non pas pour la confiner, mais pour marquer son territoire sacré. Des panneaux sculptés par des mains locales indiquaient « Sanctuaire des Meute ». Des foules se rassemblèrent de kilomètres à la ronde. Journalistes, scientifiques, villageois et même des écoliers se pressaient pour assister à l'histoire. Les radios crépitaient, diffusant des reportages en direct dans des villes lointaines. Pour une fois, le monde n'attendait pas un scandale ou une tragédie, mais un miracle. Antoine se tenait à l'avant, son chapeau à la main, les nerfs à vif. Sandrine était à ses côtés, souriant à travers ses larmes. « Peux-tu le croire ?» chuchota TL. Un fermier, un berger et une lionne qui changent le monde. Mais les yeux d'Antoine étaient fixés sur les véritables stars du jour. Rex entra dans la clairière, la queue haute, les oreilles dressées. À ses côtés, la lionne marchait avec dignité, sa boiterie presque invisible maintenant. Derrière eux, 3 lionceaux bondissaient et roulaient, leurs rugissements enjoués provoquant les rires de la foule. Les villageois se turent, la révérence dans les yeux. La cérémonie officielle commença par des discours. Un conservationniste parla d'une nouvelle ère de coexistence. Un ministre de la capitale déclara le sanctuaire trésor national. Mais la foule était agitée, le regard fixé sur Rex et la lionne. Les mots signifiaient peu. Ils attendaient la preuve que le lien était réel, que ce n'était pas une autre mise en scène. Et puis, comme pour répondre à cette demande silencieuse, le moment arriva. Un lionceau s'éloigna du groupe et se dandina vers la foule. Des halètements se firent entendre alors que les soldats se tendaient, ne sachant s'il fallait intervenir. Mais avant que quiconque ne puisse bouger, Rex trottina en avant et saisit doucement le lionceau par la peau du cou avec ses mâchoires. Il le ramena avec précaution à sa mère et le déposa à ses pieds. La lionne se pencha, frottant son énorme tête contre le museau de Rex. Et puis, devant des centaines de témoins, sous le regard du monde, elle lui lécha le visage en signe de gratitude. La foule explosa. Acclamations, sanglots, applaudissements. C'était comme si la terre s'était ouverte de joie. Les appareils photo crépitèrent sans cesse, capturant l'impossible. Un prédateur et un protecteur, non pas comme des rivaux, mais comme des parents. Antoine sentit les larmes lui brûler les yeux. Il y avait toujours cru. Mais voir la lionne revendiquer publiquement Rex comme faisant partie de sa meute était plus qu'une preuve, c'était une déclaration. Les lionceaux s'entassèrent sur Rex, tirant sur ses oreilles et grimpant sur son dos. Il se tourna sur le côté, remuant la queue, supportant leur jeu avec une joie patiente. La lionne gisait à côté de lui, ses yeux dorés plissés, son corps détendu d'une manière qu'Antoine n'aurait jamais cru possible. Elle lui faisait entièrement confiance, non seulement avec sa vie, mais avec la vie de ses enfants. Sandrine serra la main d'Antoine, la voix tremblante. Ça, c'est l'aboutissement de tout. Ils nous ont montré que la famille est plus importante que les liens du sang, plus importante que la peur. Même les fonctionnaires étaient émus. L'officier au visage sévère, qui avait un jour levé un fusil anesthésiant, s'essuyait maintenant le front, son expression adoucie. Peut-être, murmura-t-il, que nous nous sommes trompés depuis le début. Alors que le soleil montait, les villageois commencèrent à chanter. Leurs voix s'élevèrent en un chœur magnifique et émouvant qui se répandit dans la campagne. Ce n'était pas un hymne de victoire, mais de révérence. Pour la vie, pour l'amour, pour le miracle qu'ils avaient été choisis pour être les témoins. Les conservationnistes déclarèrent le sanctuaire ouvert, mais il était clair qu'aucune coupe de ruban ni déclaration officielle ne pouvait égaler ce qui venait de se passer. La véritable cérémonie avait été célébrée par Rex et la lionne, scellant leur lien devant le monde. Cette nuit-là, lorsque la foule se dispersa, Antoine s'assit près du feu, Rex à ses côtés. La lionne se reposait à proximité, ses petits blottis contre elle. Il les regarda tous, sa voix basse. Je ne sais pas ce que demain nous réserve. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez montré au monde quelque chose qu'il ne pourra jamais oublier. Rex leva la tête et lécha la main d'Antoine avant de se recoucher. La lionne ronronna doucement, un ronronnement profond et satisfait.
Pour la première fois depuis que le piège s'était refermé sur sa patte, depuis que le destin les avait tous réunis, la paix semblait non seulement possible, mais certaine. Et tandis que les étoiles remplissaient le ciel, les villageois chuchotaient les mots qui résonneraient pendant des générations, ce n'est pas une histoire d'hommes et de bêtes. C'est l'histoire d'une famille. La nuit tomba doucement sur le Morvan, peignant le sanctuaire de teintes argentées et d'ombre. Le bruit de la journée s'évanouit enfin. Les journalistes rangèrent leurs caméras, les fonctionnaires partirent dans leurs camions, et les villageois retournèrent chez eux, fredonnant encore les chansons qu'ils avaient chantées lors de la cérémonie. Pourtant, au centre de tout, sous le vieux chêne, la famille demeurait. Rex blotti dans l'herbe, les lionceaux couchés sur son dos comme des enfants espiègles, et la lionne se reposant paisiblement à ses côtés, ses yeux dorés reflétant la lueur du feu qu'Antoine avait allumé. Antoine était assis à proximité, le visage fatigué mais calme, son fusil inutilisé à ses côtés. Pendant des semaines, il avait vécu dans la peur des braconniers, des fonctionnaires, de perdre tout ce qu'il en était venu à aimer. Maintenant, alors que les flammes dansaient dans la nuit, il réalisa que quelque chose avait changé. Le monde avait vu, vraiment vu, le miracle. Et une fois que le monde l'avait vu, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Sandrine le rejoignit, s'asseyant sur une bûche, sa lanterne clignotant entre eux. Elle observa les animaux en silence avant de parler. Quand nous étions enfants, on nous a appris à craindre les lions, à tirer sur les loups, à enchaîner les chiens. Mais regarde-les. Maintenant, ce sont eux qui nous enseignent. Antoine hocha lentement la tête. Ils m'ont appris plus sur la famille que je n'en savais. Il fit une pause, les yeux brillants. Marie disait toujours que l'amour apparaît dans les endroits les plus inattendus. Je pense qu'elle rirait de voir à quel point elle avait raison. Pendant un long moment, ils restèrent assis, écoutant le crépitement du feu et la respiration régulière des animaux. Les lionceaux bougeaient dans leur sommeil, donnant des coups de patte dans des rêves invisibles. Rex s'agita, s'étirant, avant de se rapprocher de la lionne, sa queue frôlant l'un des lionceaux de manière protectrice. La grande prédatrice ne tressaillit pas, ne grogna pas, elle soupira simplement et ferma les yeux. La nouvelle du sanctuaire se répandit partout. Des voyageurs affluèrent pour le voir, non pas comme des touristes, mais comme des pèlerins. Des enseignants amenaient des enfants qui restaient bouche bée en voyant Rex jouer à tirer à la corde avec des lionceaux. Des anciens inclinaient la tête et chuchotaient des prières de remerciement. Personne ne repartait inchangé. Pour certains, c'était la preuve de la grâce divine. Pour d'autres, c'était une leçon que la coexistence n'était pas seulement possible, mais nécessaire. Mais pour Antoine, c'était quelque chose de plus simple. La réponse à une question qu'il ne savait pas qu'il se posait. Toute sa vie, il avait cru que survivre signifiait se battre. Se battre contre les dettes, la sécheresse, les prédateurs, la perte. Pourtant, Rex et la lionne lui avaient montré que survivre pouvait aussi signifier la confiance, la tendresse et le courage de protéger ce qui comptait vraiment. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, peignant l'horizon d'or, Antoine s'adressa à un groupe de villageois rassemblés près de la clôture du sanctuaire. Sa voix était ferme, dominant le bruissement de l'herbe. Ce qui s'est passé ici ne concerne pas seulement un chien ou une lionne. Ça nous concerne nous. La facilité avec laquelle nous détruisons ce que nous ne comprenons pas, et la puissance qu'il y a à le protéger. Nous ne les avons pas sauvés. Ils nous ont sauvés. Ils nous ont rappelé qui nous sommes censés être. Des applaudissements se répandirent dans la foule, mais Antoine se contenta de sourire légèrement et se tourna vers la clairière, où Rex et la lionne surveillaient leurs petits. Alors que la nuit s'épaississait, Antoine chuchota une dernière pensée dans l'obscurité. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face. Ensemble. C'est ça, la famille. Les étoiles brillaient intensément, comme si les cieux eux-mêmes veillaient sur eux. Et dans ce calme, le lien entre le prédateur, le protecteur et les gens qui avaient choisi de les défendre semblait incassable. Ainsi, l'histoire de Rex et de la lionne n'est plus qu'un simple conte de survie. C'est un rappel que l'amour peut combler les fossés les plus profonds, que la confiance peut fleurir dans les endroits les plus inhospitaliers, et que parfois, les protecteurs les plus féroces portent de la fourrure, pas des uniformes. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la laissez pas s'arrêter ici. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, et dites-nous ce que la famille signifie pour vous. Car comme Rex, la lionne et ses petits nous l'ont montré, la famille n'est pas seulement ceux avec qui vous êtes nés. C'est ceux que vous choisissez de protéger, ceux qui se tiennent à vos côtés quand le monde se retourne contre vous.